Bonjour tout le monde, salut les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans mon grenier en cette fin de semaine. On est vendredi 4 octobre je crois et je fais l'enregistrement de cette vidéo. Donc on se retrouve cette semaine pour le vrai JT de l'or que je vais consacrer à un sujet qui intéresse beaucoup de monde et vous êtes très nombreux à me poser des questions notamment sur l'immobilier et en particulier sur est-ce que c'est le moment d'acheter, est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois investir dans l'immobilier, que ce soit pour ma résidence principale ou que ce soit, excusez-moi, un investissement locatif, est-ce que c'est le moment? C'est le chat dans la gorge, c'est normal, c'est la proximité de la ville de Rouen. Bien. Mais c'est pas toxique les amis. Y a-t-il une limite à la bulle immobilière dans un contexte de taux négatif? C'est la question sur laquelle on va plancher ensemble cette semaine. Rassurez-vous, ça peut paraître très compliqué quand je le pose comme ça. Y a-t-il une limite à la bulle immobilière dans un contexte de taux négatif? En fait, on va expliquer tout ça calmement, tranquillement. On va échanger là-dessus. Je vais vous donner des éléments de réflexion qui, je suis sûr, viendront enrichir toutes vos analyses personnelles et avec un objectif final qui consiste à savoir est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas. Avant de commencer, nous allons faire un petit point très rapide sur la crise du marché du repo. Vous savez, le marché de refinancement interbancaire quotidien, où chaque nuit, les banques ont besoin de compléter les liquidités. Donc globalement, sachez qu'on est tombé à 33 milliards de dollars injectés en une journée, contre 75 milliards au pire de la crise. On était à une petite quarantaine de milliards avant-hier, donc globalement c'est en train de se calmer. Voilà, je dis bien c'est en train, c'est pas sûr, mais la tendance serait plutôt à l'accalmie. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'effectivement, c'était pas un problème peut-être structurel, mais beaucoup plus conjoncturel, donc un problème ponctuel et pas un problème de fond. Pour le moment, encore une fois, on n'a aucune certitude, donc restons prudents et vous allez voir que l'humilité va être un grand thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà. En tout cas, ça semble plutôt se calmer. Les Yéménites rebelles Houthis ont expliqué qu'ils allaient peut-être faire de nouvelles attaques. S'il y avait de nouvelles attaques et qu'on avait à nouveau une crise aiguë sur le marché du repo, on pourrait évidemment là en revanche faire une relation de cause à effet très claire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut espérer une attaque des outils, voilà. Mais en tout cas, ça nous donnerait évidemment une grande indication. Vous avez un article que j'ai fait à ce sujet-là sur le site INSO. Non, c'est là que je dois cliquer. Alors, on en revient à l'immobilier, les amis. L'immobilier, cette grande question, est-ce que c'est le moment d'acheter? Comment ça marche l'immobilier? Alors ça, c'est le graphique. C'est un graphique qui vient de la dernière étude des notaires, la dernière note de conjoncture des notaires. C'est très intéressant parce que, en fait, voilà, regardez, là, on est à 837 000, en gros, on est à un peu moins de 900 000 transactions ici qui peuvent se faire par an. Et puis on va avoir une très grande chute en 2008-2009 et donc là on tombe à 560 000 transactions. Évidemment, souvenez-vous, c'est Lehman Brothers, c'est la crise des subprimes là, mais vous allez voir qu'en fait c'est pas ça du tout. Et on remonte juste après de manière extrêmement violente et rapide. Et quasiment on redouble le nombre de transactions l'année qui suit. C'est quand même un mouvement assez impressionnant. Puis on a à nouveau une chute, et là ce sont les inquiétudes autour de la monnaie unique et de l'euro, et on attend que Mario Draghi vienne parler, et ça se termine en 2012, et ici, regardez cette grande remontée après et cette immense évolution du nombre de transactions et des ventes. Et on arrive aujourd'hui à juillet 2019 avec les derniers chiffres qui font état de plus d'1 million de transactions par an. Ce qui est absolument considérable et c'est le record absolu de tous les temps dans les transactions immobilières. Ce qui se passe ici, là, en réalité, c'est ni la crise économique, ni les inquiétudes, ni quoi que ce soit d'autre
qu'un seul élément fondamental, qui est les taux d'intérêt. Regardez, à partir de 2006, ça décroche, le nombre de transactions va décrocher. Alors sur les prix, on a la même baisse, elle est moins forte parce que la baisse des prix elle est de 8% à l'époque, donc elle est moins visuelle, mais en revanche, on a une correction sur les prix, mais sur les transactions, c'est hyper visible. Et en fait, regardez, ça, c'est la courbe des taux d'intérêt. En bleu, vous avez les taux d'intérêt américains qui montent à partir de fin 2005 et qui étaient à 1% en 2005 et qui vont monter à 5,5% en 2006. Et en 2007, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la crise des subprimes. Pourquoi? Parce qu'on a passé les taux d'intérêt de 1 à 6. Et ça, ce sont les taux directeurs. Ce n'est pas vos taux d'emprunt en tant que particulier ou en tant qu'entreprise. Donc là-dessus, on rajoute la marge de la banque. Donc évidemment, c'est des taux d'emprunt qui sont à 7-8% aux États-Unis. C'est ça qui va faire exploser la bulle immobilière, la bulle des subprimes. En Europe, on est un tout petit peu décalé. Regardez, ça démarre en 2006, la remontée, on était à 2% et on va monter à 5,5% en 2008. Et donc en réalité, la chute des transactions immobilières, je vous remets le graphique précédent, hein, je ne peux pas les superposer, mais c'est que vous puissiez bien voir ça, on est exactement dans une problématique de sensibilité des prix immobiliers à l'évolution des taux d'intérêt. Plus les taux d'intérêt augmentent, plus les nombres de transactions diminuent et donc après les prix de l'immobilier diminuent. C'est extrêmement logique puisque c'est la montre qui va sonner, c'est pas grave, c'est quand vous avez les prix de l'immobilier qui vont corriger parce que les taux d'intérêt auront monté, c'est hyper logique puisque vous éliminez un certain nombre d'acquéreurs du marché qui sont désolvabilisés par la hausse des taux d'intérêt. Donc vous avez beaucoup moins d'acheteurs. Donc ça commence, comme il y a beaucoup moins d'acheteurs, avant justement qu'il y ait une baisse des prix, ça commence par une baisse très importante des transactions. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Puis ensuite, vous avez la crise, regardez, les taux d'intérêt vont rebaisser, et à partir du moment où les taux d'intérêt vont rebaisser, vont s'effondrer, eh bien l'immobilier, le nombre de transactions vont pouvoir repartir à la hausse. C'est également extrêmement logique. Et là, vous avez sur ce graphique-là le taux moyen de crédit immobilier. Bon, vous voyez qu'il est tendanciellement à la baisse. Ici, on est en 2001. Là, on est en 2019. On voit qu'ici, vous voyez, 2006-2007, on voit la baisse, on voit la hausse. Donc pareil, ça, on peut corréler ça au graphique que je vous avais montré sur la grande chute des prix de l'immobilier. Mais globalement, tendanciellement, les taux d'intérêt, les taux d'emprunt des emprunteurs pour une acquisition immobilière tendent inexorablement vers zéro. Donc il y a solvabilisation. Comme il y a solvabilisation, il y a une augmentation importante du nombre de transactions puisqu'il y a plus d'acquéreurs potentiels. Vous allez me dire, oui, mais les prix montent, on va voir ça un petit peu plus tard. Alors, ce n'est pas le seul élément à avoir en tête pour le prix de l'immobilier. Donc je vous ai essayé de vous expliquer en quelques minutes la relation qu'il y avait entre les taux d'intérêt, le prix de l'argent, l'emprunt immobilier, le coût de l'emprunt et évidemment le nombre de transactions. Plus on peut emprunter d'argent, plus il y a d'acheteurs potentiels, et plus il y a d'acheteurs potentiels parce que les taux d'intérêt sont bas, et plus évidemment on a de transactions, et plus on a de transactions, selon la loi de l'offre et de la demande, qui est l'une des lois fondamentales en économie, plus il y a de demandes, plus les prix après augmentent, et donc on est exactement dans ce schéma-là. Vous avez vu, les prix augmentent depuis des années, mais c'est normal, le nombre de transactions augmente également depuis des années. Mais ce n'est pas le seul élément. L'élément taux d'intérêt n'est pas le seul élément. Maintenant, on va s'intéresser au contexte économique un petit peu plus large. Regardez, on a peur, c'est les articles que j'ai fait toute la semaine dernière sur l'assurance vie, les fonds euros. Avec la fin de la double garantie qu'il y avait sur les fonds euros dans les faits. Vous aviez une garantie de capital et vous aviez une garantie de liquidité. C'est-à-dire qu'on va garantissait à toutes les Madame Michu et à toutes les mamies de France et de Navarre, ma petite mamie, vous inquiétez pas, vos sous pour la retraite ou pour la dépendance, ils sont sur le contrat d'assurance vie, ils ne craignent rien. Non seulement le capital il est garanti en fonds euros, ma petite mamie, mais en plus, vous inquiétez pas, vous pouvez récupérer vos sous à n'importe quel moment si jamais vous en avez besoin. Ça, c'est ce qu'on appelle la liquidité.
Le problème, c'est que on est en train de vous dire qu'avec les taux d'intérêt négatifs, eh bien, les prix, le rendement des contrats d'assurance vie et donc le capital ne va plus être garanti, puisque si on a un rendement négatif à terme, eh bien, ce rendement négatif, il va venir rogner votre capital. Donc on ne peut plus vous donner de garantie de capital. Et on ne peut plus non plus vous donner de garantie de liquidité parce que vous avez 1700 milliards d'euros investis sur l'assurance vie, 1400 milliards, plus de 80% en fonds euros. Si jamais tout le monde veut retirer son argent ou récupérer ses fonds euros au même moment, bah évidemment, ça va boucher, ça va bouchonner et il n'y aura pas de liquidité puisque si tout le monde retire ses sous, n'oubliez pas que ce sont des obligations et que vos obligations, il faut trouver quelqu'un qui les rachète pour pouvoir vous rendre vos sous en réalité. Donc qui va assurer la liquidité? Si nous n'avons que des vendeurs structurellement dans les contrats d'assurance vie et plus d'acheteurs, s'il n'y a plus personne pour mettre des sous, qu'il n'y a que des gens qui veulent en retirer, il y a des titres à vendre, soit on trouve un preneur, soit s'il n'y a pas de preneur sur le marché pour ces titres, vous ne pourrez pas récupérer vos sous parce qu'il n'y aura pas de liquidité. Donc moi mon pari là-dessus, c'est que la Banque Centrale Européenne se mettra en face pour assurer la liquidité comme ce qu'il se passe au Japon. Donc, ce ne sera pas de la création monétaire stricto sensus. Je vous rappelle que dans la notion de création monétaire, je crée de la monnaie, mais après, il y a ce qu'on appelle les opérations de stérilisation, c'est-à-dire que je crée de la monnaie, puis je vous prête cet argent, par exemple, pour acheter un bien immobilier, et au fur et à mesure où vous remboursez cet argent que j'ai créé pour vous le prêter, eh bien, l'opération de remboursement vient stériliser la création monétaire qui avait eu lieu. Donc en réalité, la création monétaire in fine, elle n'a pas lieu. Il y a bien une opération de création monétaire aujourd'hui, un remboursement qui se fait dans la durée et qui vient annuler petit à petit la création monétaire qui avait été effectuée. Donc ça, on en revient là-dessus. L'assurance vie, c'est un vrai sujet, mais ce n'est pas le seul. Regardez là, je vous parlais également, il y avait Nicolas Do sur les rendements des fonds euros. L'euro est-il en danger? On se réinquiète à nouveau de savoir si l'euro peut passer une nouvelle crise ou pas une nouvelle crise. Donc il y a un contexte monétaire, il y a un contexte sur les placements, mais c'est pas tout. Vous avez UBS qui alerte sur la bulle immobilière, ça je voulais vous en parler. Et puis vous avez la baisse du livret A qui est annoncée pour début 2020. Et donc le livret A qui aujourd'hui est à 0,75% va passer à 0,5 puis à 0,25. Enfin bon, bref, votre épargne, elle rapporte carrément plus rien. Voilà, 0,50 sur le livret A, qui en plus est limité en termes de montant. Alors c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, atteindre le plafond du livret A, ça peut sembler beaucoup d'argent, mais pour des épargnants qui ont un petit peu d'argent, en fait le livret A c'est rien, et puis ça rapporte rien, donc il va falloir trouver des alternatives. Et donc qu'est-ce qu'on va trouver comme alternative dans ce contexte? Eh bien c'est évidemment l'immobilier, d'où la question de la banque UBS qui dit attention, il y a peut-être une bulle immobilière. Alors, revenons aux contrats d'assurance vie. Je vous ai donné quelques chiffres tout à l'heure. Je vous ai dit, les contrats d'assurance vie, en gros en France, c'est 1700 milliards d'euros. 1400 milliards d'euros, c'est les fonds en euros. Vous savez, les fameux fonds garantis dont je vous parle depuis tout à l'heure. Nous avons vu également tout à l'heure, souvenez-vous de la diapositive où je vous mettais, il y a 1 million 20 000 transactions en 2019. D'accord? Enfin, à juillet 2019. En rythme annuel. Si vous avez plus d'1 million de transactions, sachez quand même que 1400 milliards de fonds euros, avec une valeur moyenne des biens, je vous rappelle tout de même que la France, ce n'est pas que Paris intramuros à plus de 10 000 euros du mètre carré. La France, c'est beaucoup plus vaste. C'est Rouen, par exemple, et à Rouen, on peut penser que les prix de l'immobilier vont plutôt pas être forcément hyper dynamiques ces prochains mois, si vous voyez ce que je veux dire. Qui a envie d'aller s'installer dans la dioxine, qui a envie d'acheter un truc qui est pollué, qui a envie d'aller s'installer là-bas. Bref, je pense que ça va un petit peu souffrir le marché immobilier rouennais. Donc juste pour vous dire que c'est Rouen, c'est Caen, c'est Bordeaux, c'est Lyon, c'est Marseille, c'est Saint-Étienne, c'est voilà, toutes les villes de France, c'est Lille, etc. C'est toutes les villes de France et de Navarre, toutes les campagnes. Et donc, on va partir sur un prix moyen de 150 000 euros le bien immobilier, la maison, etc. 150 000 euros, si vous divisez 150 000 euros par, enfin 1400 milliards d'euros qu'il y a sur les contrats d'assurance vie par 150 000 euros de valeur moyenne de bien immobilier, vous obtenez
quoi? Vous obtenez plus de 9 333 333 acquisitions. 9 millions. Plus de 9 millions. Ça veut dire que cette somme de 1400 milliards d'euros, elle correspond à plus de 9 millions d'achats immobiliers sur un marché annuel où il y a que 1 million de transactions. Donc vous imaginez que même si pendant 10 ans, les gens retirent ne serait-ce que 10% tous les ans, d'accord, par tranche de 10%, sur 10 ans, ça ferait 100%. Donc vous voyez, c'est plutôt un mouvement, à la fois un mouvement fort, mais un mouvement doux. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y aurait tous les épargnants qui sortiraient tous leurs sous la même année, le même mois, au même moment, qui viendraient acheter 9 millions et demi de biens immobiliers la même semaine. Non, c'est pas ça. Je vous dis, prenons rien que 10%. Mais même si nous prenons la moitié de 10%, mettons 5%, vous êtes quasiment à 500 000 biens. C'est-à-dire que ça augmente de 50% quasiment la demande sur le marché immobilier. Donc vous imaginez la tension que ça va mettre sur les prix si jamais vous avez un report significatif de l'argent que vous avez là sur les contrats d'assurance vie fonds en euros sur le marché immobilier. Ça va évidemment faire du bruit. Donc c'est ce que j'expliquais là. Si seulement 10% à l'heure 933 000, ça doublerait chaque année, ça doublerait la demande, ça doublerait le nombre de transactions. Sachez que ça s'est déjà produit évidemment en 2012, d'accord, quand vous avez, souvenez-vous, je vais vous remettre le graphique. Voilà, souvenez-vous ici, là on a la grande baisse qui est là, c'est dû à quoi? Je vous le répète, ça c'est la hausse des taux d'intérêt. Ensuite, ça repart et ça repart extrêmement violemment parce qu'ici en fait les gens ils ont peur. Ils ont peur pour leur argent, les taux d'intérêt y baissent et là les gens ils se ruent dans les agences immobilières pour acheter de l'immobilier en 2010-2011. Et moi, je m'en souviens très bien, à l'époque, j'étais à la banque et je voyais tous les crédits immobiliers qui se faisaient. Vous aviez 80% des crédits immobiliers qui se font à cette époque qui sont faits sans crédit, pardon. C'est-à-dire quasiment c'était de l'autofinancement. Les gens, ils prenaient les sous qu'il y avait sur les contrats d'assurance vie fonds en euros et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient un appartement ou 2 appartements, ça avait été flagrant. Et là, on avait retrouvé un peu le même phénomène. Après ici, vous avez tout simplement une baisse massive des taux d'intérêt qui fait que ça va alimenter tranquillement et gentiment une hausse très très conséquente. Voilà ce que je voulais vous dire sur le marché immobilier par rapport au fait que les gens pouvaient retirer leurs sous des contrats d'assurance vie. Donc c'était un deuxième élément. Donc premier élément, des taux qui sont très bas et qui solvabilisent. Deuxième élément, des éléments d'inquiétude qui sont tellement forts, une telle absence de rendement sur les placements traditionnels qui vont aboutir assez logiquement au fait que les gens vont sont retirés, se demander quelles sont les alternatives à une garantie de capital un peu en fonds en euros. Bon, à part l'immobilier, je vois pas trop, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils risquent d'aller acheter évidemment de l'immobilier. Alors, on en revient maintenant sur cette notion, est-ce qui est plus économique et on est plus dans le fait dans une notion un peu conceptuelle, mais est-ce qu'il peut y avoir une limite à une bulle immobilière dans un contexte de taux négatif? Peut-on même encore parler de bulle immobilière dans un contexte de taux négatif? Eh bien, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de bulle immobilière dans un contexte de taux négatif, par l'absurde, si vous voulez. À un moment donné, à partir du moment où vous êtes en taux négatif, et si on payait les emprunteurs pour acheter, eh bien, le fait de payer les emprunteurs viendrait réduire le coût d'acquisition de votre bien immobilier. Ouais, tout simplement, vous empruntez 200 000 euros, vous remboursez 150 000 euros. Imaginons des taux d'intérêt négatifs à 50%. Vous achetez un bien à 200 000 euros. Et bien en fait, vous allez emprunter 200 000 euros, mais vous allez rembourser que 100 000 euros. Est-ce que vous pouvez avoir une bulle immobilière? Non, les prix vont monter, ils vont continuer à monter. Puis plus on va descendre les taux et plus les taux vont être négatifs, plus les prix vont pouvoir monter. Votre coût d'acquisition, en réalité, il peut même diminuer, même si les prix montent. Il suffit pour ça que les taux d'intérêt négatifs soient négatifs plus vite que le prix d'augmentation de votre mètre carré. Là, je vous fais un raisonnement par l'absurde, on est bien d'accord, je vous fais un raisonnement par l'absurde et je pousse le raisonnement jusqu'au bout. Si
vous augmentez de 10% le prix du mètre carré, mais que vous diminuez, mais que les taux négatifs le sont de 20%, bah mécaniquement en réalité vous allez faire baisser le coût d'acquisition. Je parle bien du coût d'acquisition, je ne parle pas du prix au mètre carré. Dans le coût d'acquisition, vous avez les frais de notaire qui sont les droits de mutation, pas que les émoluments du notaire, mais bon, ce qu'on appelle de manière générique les frais de notaire. Vous avez les frais d'agence s'il y a lieu, et puis vous avez évidemment le prix d'achat du bien lui-même. Donc c'est tout ça qui constitue, et puis évidemment votre coût de crédit. Donc c'est tout ça avec les garanties, avec votre taux d'intérêt, avec les assurances, et c'est l'ensemble de ces éléments-là qui va constituer votre coût d'acquisition. Donc il y a plusieurs variables dans le coût d'acquisition immobilier. Donc dans un univers de taux négatifs, c'est ce que je vous dis là, les taux négatifs, ils vont venir freiner la hausse du coût d'acquisition. Ils ne vont pas faire passer le coût d'acquisition forcément en territoire négatif, mais en tout cas, ils vont venir freiner la hausse du coût d'acquisition. Donc, est-ce que si ça continue comme ça, est-ce qu'il y a vraiment une bulle immobilière? Je ne sais pas. Voilà, je crois que c'est important de se poser la question et de ne pas avoir sur ce sujet-là une croyance pure. C'est-à-dire que c'est pas oui, il y a une bulle, non, il n'y a pas de bulle. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus compliqué que ça pour une simple et bonne raison, c'est que nous serions dans un cas classique avec des taux d'intérêt à 5%. Vu les prix de l'immobilier, oui, je vous dirais qu'on est dans une bulle. Mais on n'est pas dans un cas classique. On est dans un cas où on a des taux d'intérêt négatifs. On est dans un cas où les Français ils vont retirer sans doute 1400 milliards à terme, ils vont en retirer une grande partie de leurs fonds en euros. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? À votre avis, ils ne vont pas le planquer sous le matelas en billets qui risquent de perdre de la valeur. Donc logiquement, ils pourraient quoi? Ils pourraient tout simplement investir ou se reporter massivement ou de manière significative sur le marché de l'immobilier. Ça sera en tout cas assez logique. Alors attention, quand je vous dis ça, qu'il n'y a pas bulle et que les prix devraient monter, je ne vous dis pas que tous les prix vont monter. Je vous ressors encore une fois, comprendre ou ne pas aller. Je vous en avais déjà parlé sur pourquoi il faut investir dans les parkings. Ce n'est pas forcément une bonne idée parce qu'on a un changement des usages. Mais ce n'est pas le seul élément. Vous avez également ce qu'on appelle l'obsolescence immobilière. Et l'obsolescence immobilière, c'est l'obsolescence de vétusté, c'est l'obsolescence énergétique, c'est l'obsolescence normative et c'est l'obsolescence, comme pour les parkings, c'est l'obsolescence des usages. Donc, vous avez différents types d'obsolescence en termes immobiliers et tout ce qui aura de la valeur demain ou tous les prix qui vont augmenter demain ne seront pas forcément les prix qui ont augmenté aujourd'hui et tout ne sera pas forcément. Et je pense même qu'on va vers un marché immobilier qui va être extrêmement discriminant entre les biens qui sont peu énergétivores et ceux qui le sont beaucoup, entre les biens qui sont bien fichus en termes qui sont aux normes d'habitabilité actuelles et puis ceux qui ne le sont pas. Et regardez les normes et la législation qui va devenir de plus en plus punitive sur les passoires énergétiques qu'on ne pourra pas relouer à partir de 2021, etc., etc. Donc il se passe énormément de choses sur le marché immobilier et donc dire que globalement ça va monter ou que globalement il va y avoir beaucoup de transactions, ça ne veut pas forcément dire que vous allez forcément faire une bonne opération et de bonnes affaires. Donc attention, ça va être au contraire de plus en plus complexe et je pense que comme jamais, il ne va pas y avoir un marché immobilier, mais des marchés immobiliers et ça va être très très important d'être extrêmement discriminant et de faire très attention à ce que vous allez acheter et il va falloir vous projeter, essayer de faire vraiment des scénarios et essayer de prendre en considération un certain nombre d'éléments pour vous permettre d'y voir assez clair. Voilà, faites attention, c'est pas, on se précipite pas pour acheter de l'immobilier juste parce qu'on a vu évidemment une vidéo YouTube qui vous dit ah oui, l'immobilier, ça se trouve, ça va monter. Donc, si on reprend le contexte général, les taux, ils sont devenus super négatifs. Les placements alternatifs, ils sont de plus en plus risqués. Qu'est-ce que vous voulez faire à part de l'immobilier? Si vous ne pouvez plus faire du fonds euro garanti, vous avez quoi? Du livret A à 0,50, super, c'est limité à 25 000 euros, génial. Quand vous avez 200 000 euros à placer, je sais, pour vous, pour beaucoup, ça paraîtra beaucoup, mais enfin, il y a beaucoup d'épargnants aussi qui ont 200 000 euros. Vous savez, un commerçant qui peut revendre sa boutique, qui a travaillé toute sa vie, donc si vous voulez, et qui n'a jamais été forcément très riche, et puis à 60
65 ans, il revend sa boutique, il revend sa boucherie, et puis il se retrouve avec un gros pécule de 200-300 000, et ça va lui faire sa retraite d'ailleurs, parce qu'il n'aura rien d'autre, ou quasiment le minimum vieillesse, parce qu'il aura peu cotisé au RSI, machin, etc. Donc, des gens comme ça, il y en a plein. Et il faut qu'ils aient quelque chose il faut qu'ils aient du rendement, si vous voulez. Donc ils vont essayer d'aller chercher du rendement. Donc logiquement, s'ils ne le trouvent pas sur le livret A, s'ils ne le trouvent pas sur le plan épargne logement, et donc tout ça, il n'y en a plus, eh bien ils vont se reporter évidemment sur l'immobilier. N'oubliez pas que l'immobilier, ça vous permet, ça c'est très important, également l'effet de levier de l'emprunt, d'accord? Donc ça c'est quelque chose de considérable pour créer du patrimoine. C'est que j'emprunte aujourd'hui des sous à pas cher pour acheter un bien immobilier sur lequel je vais générer des loyers et des flux de revenus qui vont me permettre de couvrir en plus généralement le remboursement d'emprunt quand je n'achète pas à Paris. Voilà, je précise, mais encore une fois, la France ne se résume pas aux 20 arrondissements parisiens. Il y a déjà de la vie outre-périphérique et il y a de la vie outre-Île-de-France. Donc le marché immobilier ne se limite pas évidemment à la région parisienne. Et on peut avoir des endroits où globalement le loyer vient à peu près équilibré. Puis alors, si en plus on a un petit apport, on peut profiter avec l'apport que l'on peut faire et avec l'emprunt que l'on peut réaliser, et bien on peut se mettre dans une situation où effectivement on peut couvrir à peu près avec le loyer la mensualité de remboursement de crédit. On peut également assurer son locataire sur les risques de loyer impayés, etc., etc. Donc il y a plein de choses que l'on peut faire dans l'immobilier pour profiter de ce levier fondamental qui est le crédit. Et on ne vous fera du crédit que pour de l'immobilier en termes de placement. On ne vous fera pas de crédit pour acheter des actions Air Liquide, quand même elles sont très intéressantes. N'oubliez pas qu'aujourd'hui on essaye de vous mettre sur des produits de plus en plus risqués, et donc qui dit produit risqué dit perte en capital. N'oubliez jamais ça, qui dit produit risqué dit perte potentielle en capital. Alors attention, l'immobilier aussi, il peut vous faire une perte en capital, puisque si les prix de l'immobilier baissent ou que les prix de votre immobilier chutent, eh bien vous aurez une perte en capital. Conclusion. Les prix de l'immobilier, ils devraient plutôt monter dans le contexte actuel. Il n'y a, à mon sens, pas de bulle, il n'y a pas de formation de bulle possible dans un contexte économique de taux d'intérêt négatif, et logiquement, les prix de l'immobilier devraient continuer à monter. Sauf que on ne peut pas, et patrimonialement parlant, j'attire votre attention là-dessus, on ne peut pas imaginer toujours avoir la vérité, c'est-à-dire que les choses évoluent, il y a des imprévus, et regardez, les prix de l'immobilier vont peut-être monter partout, sauf à Rouen, parce qu'il y a de la dioxine, parce qu'on va découvrir peut-être des pollutions absolument terribles, et que peut-être qu'on va se dire, bah, finalement, c'est terriblement pollué, on ferait peut-être mieux de même plus y vivre, que sais-je, d'accord? Donc, évidemment, c'est pas parce que vous avez une analyse générale qu'elle va s'appliquer à tous les cas particuliers. C'est pas parce que votre analyse générale elle est valable maintenant qu'elle va être valable dans 3 mois. Imaginez que dans 3 mois, je ne sais pour quelle raison, on se mette à augmenter les taux d'intérêt. Si on augmente les taux d'intérêt, les prix de l'immobilier, il va se passer la même chose que ce qui s'était passé en 2008-2009 et la grande chute du nombre de transactions. Évidemment, vous allez désolvabiliser. Donc moi, je ne vois pas de potentialité d'augmentation des taux d'intérêt dans les prochaines années pour la simple et bonne raison que on est dans une crise de solvabilité et dans une crise de surendettement, et que si dans une crise de surendettement, vous augmentez les taux d'intérêt, vous allez déclencher l'insolvabilité généralisée. Mais ce n'est pas le seul élément. Imaginez que demain, l'État décide d'augmenter de manière très significative les droits de mutation. Aujourd'hui, quand vous achetez un bien, 10% de frais de notaire. Donc, sur 150 000 euros, vous allez payer 15 000 euros de frais de notaire. Les taux sont négatifs, les taux baissent, ça solvabilise les gens. Imaginez que pour désolvabiliser les gens, mais garder les taux d'intérêt bas, le gouvernement décide de multiplier par 2 les frais de notaire et les passe de 10 à 20% sur les droits de mutation. Et donc, on doublerait, là, on augmenterait le coût d'acquisition
de votre immobilier, malgré évidemment des taux d'intérêt négatifs. Donc ça serait de nature par exemple à calmer le nombre de transactions, et il est tout à fait possible que l'État décide ce genre de choses à un certain moment. Alors ça pourrait couiner, ça pourrait crier, etc. Je suis sûr qu'ils trouveront toutes les justifications qu'ils veulent, mais en tout cas, c'était juste pour vous dire, rien n'est écrit et il ne faut pas avoir de certitude absolue en gestion patrimoniale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend une décision de gestion patrimoniale, eh bien, on essaye toujours d'être dans quelque chose d'équilibré avec des risques répartis. Et donc aujourd'hui, c'est du cash, c'est de l'or, c'est évidemment de l'immobilier, c'est un peu d'emprunt, mais pas trop. Et donc, il va falloir équilibrer votre patrimoine. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez évidemment vous abonner d'abord à cette chaîne YouTube, mettre les petits pouces en haut. Vous pouvez également vous abonner à la lettre d'information gratuite sur mon site insolentiae.com. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la lettre stratégie dans laquelle vous avez plein de dossiers spéciaux consacrés à l'immobilier, puis à plein d'autres choses, évidemment, à la débancarisation, aux alternatives de placement. Voilà, vous avez plus de 45 dossiers et documents, des centaines de pages de lecture, donc vous aurez énormément de réponses et d'éléments de réflexion en termes patrimoniaux pour ceux qui veulent aller plus loin. En clair et en résumé, a priori, les prix devraient continuer à monter, sauf imprévu de dernière minute, toujours possible. Et donc c'est pour ça que soyez prudents les amis, faites attention, investissez avec prudence et avec pondération, sagesse et humilité. Parce que effectivement, voilà, les choses sont très complexes et je pense que l'une des grandes qualités et ce qui est très important, c'est de rester humble par rapport à tout ce qui se passe. Mais en tout éclat de cause, a priori, les prix devraient continuer à monter. En tout cas, il n'y a aucune raison à court terme pour qu'ils baissent. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end. J'espère que ça vous aura apporté des éléments de réflexion intéressants. Encore une fois, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et puis je vous souhaite surtout un très beau week-end pour ceux qui la verront ce week-end. Une excellente semaine. À la semaine prochaine les amis. Salut, à bientôt pour un nouveau JT, un vrai JT de l'écho dans mon grenier. Salut les copains, bye bye.